bonjour à tous. Oui, effectivement, donc je vais essayer de dresser un panorama de toutes les techniques d'acquisition de données qui peuvent nous permettre d'alimenter tous ces nouveaux, outils qui sont très très graphiques et très très visuels. Donc pour faire l'audit, le DTG, le BIM, etc., etc. Il faut partir de données. Donc François Pellegrin l'a bien dit. Soit on parle de plans, soit on parle de relevés. Et donc ces relevés, il faut les faire sur le terrain. Et donc, c'est un petit peu le sujet de cette présentation. Donc, Testoon, partenaire du Grand Circuit. Depuis 2007, Testoon, nous sommes une des sociétés qui propose des solutions pour les diagnostiqueurs immobiliers, les bureaux de contrôle, les maîtres d'œuvre, les auditeurs, les entreprises du bâtiment, avec des solutions, des technologies de mesure, de contrôle, de diagnostic in situ qui permettent de contrôler le bâtiment. Donc, ceci dans un but de comprendre, d'améliorer ou de respecter les contraintes réglementaires dans des domaines liés à la sécurité, le confort, l'efficacité énergétique sur les lieux d'habitation, de vie et de travail. Voilà, c'est un vaste programme et donc on essaye d'informer régulièrement des nouveautés, des innovations, puisque notre mot d'ordre chez Testoon, c'est l'innovation à sa juste mesure. On fait de la mesure et on porte l'innovation. Voilà, donc si je résume très très brièvement l'offre de Testoon qui peut intéresser l'audience d'aujourd'hui, donc nous proposons des kits de diagnostic immobilier, des kits de mesure d'étanchéité à l'air, des kits d'audit énergétique, et puis toutes sortes d'instrumentations. Alors je ne vais pas, j'ai pas le temps de traiter de tous ces sujets, mais évidemment on peut également parler de capteurs, de centrales de mesure, de systèmes de supervision, donc pour mettre en place toutes sortes de stratégies d'audit et de vérification de consommation énergétique, de paramètres de confort, de paramètres d'hygiène, de qualité d'air intérieur, d'efficacité, de fonctionnement des systèmes, principalement efficacité énergétique, mais pas que. Et puis bien évidemment, en général, on a des stations météo pour vérifier comment ça se passe par rapport à l'environnement extérieur. Voilà. Donc une nouvelle fois, je m'excuse, je vais être un petit peu rapide pour aller à l'essentiel du sujet, mais au départ, mon propos, c'était de dire, voilà, nos clients aujourd'hui font des rapports, font des rapports de diagnostic, et donc si on fait une petite aparté sur le rapport du diagnostic, donc le diagnostiqueur est un métier qui est encore un métier jeune, et qui est très très numérique. Hein. C'est une des professions qui est la plus numérique aujourd'hui de toutes les professions que l'on peut répertorier en France, puisque c'est une des rares professions où 100% des acteurs ont une adresse mail. On a pu repérer ça déjà depuis très très longtemps. Malgré tout, aujourd'hui, on travaille avec des fichiers qui sont des fichiers principalement qui sont délivrés et qui sont stockés sous forme PDF, donc qui sont distribués par email. Ou via des plateformes de type cloud, mais ça reste des fichiers à plat constitués de textes, de tableaux, de photos. Et l'essentiel de mon propos, c'est de dire que la révolution de la digitalisation, elle est encore à venir pour beaucoup de ces acteurs, et on l'a vu. La présentation de François Pellegrin qui était vraiment très très intéressante à ce sujet. On voit ce que c'est qu'une représentation 3D d'un document qui va contenir tous les éléments pertinents par rapport au bâtiment. Et donc cette digitalisation, elle est encore pour beaucoup à venir. Donc un rapport demain, ce sera quelque chose de beaucoup plus visuel, de beaucoup plus multimédia, de beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire que chacun des éléments va porter de la donnée, hein, de beaucoup plus interactif. Donc, on va pouvoir naviguer à l'intérieur de ces documents. Ce sont des documents qui sont partageables. Donc, là, une nouvelle fois, on a bien vu la démonstration. On va pouvoir reprendre ce dont on a besoin dans ce document partagé. Et donc, c'est un document qui est collaboratif. Chacun va pouvoir contribuer à l'amélioration de ce document. Et de ce fait, forcément, il va avoir besoin d'être structuré. Donc, pour pouvoir échanger avec ces documents, il faut pouvoir structurer la donnée pour entrer et sortir ces données. Alors, à quoi ça sert tout ça? On a vu quelques usages, hein, une nouvelle fois. Donc, on va partir d'outils qui vont nous permettre de faire d'une part des relevés de plans cotés et précis. Donc, le plus gros souci au départ, c'est ça, c'est d'avoir des plans de qualité qui soient précis et qui soient pas juste des croquis
sans données de mesure. Donc, c'est le premier élément. Donc, ce qui va permettre ensuite de faire, par exemple, de la mise en copro, de la vérification de la mise en copro. Ça va permettre de faire de la visite virtuelle. On a vu ça. Donc, la visite virtuelle plutôt dans une optique de présentation du bien. Donc, ou bien dans une logique d'aménagement virtuel, de homestaging virtuel de ce bien. Également, on va pouvoir faire des inspections, donc inspecter visuellement ou inspecter thermiquement, même si c'est un mot qui n'existe pas. Ça va permettre de repérer des pathologies, d'évaluer des déchets, et ça va permettre de préparer les rénovations, que ce soit des rénovations classiques ou énergétiques, même si ça veut pas dire grand-chose, puisque c'est forcément lié. Et puis, donc, ça va nous amener vers la mise en place de stratégies pour construire ce carnet numérique, pour construire cette maquette numérique, pour construire ce BIM. Donc, quelles sont les données que l'on veut collecter et comment est-ce que l'on va collecter ces données? Alors, déjà, on va collecter de l'image. Je ne sais pas si ça a été clairement établi, mais on va partir de plans et on va partir de photos. Donc, en partant de plans, on va partir de photos, on va construire cette maquette. Et donc, il faut faire ces prises de vue. Ces prises de vue, ça peut se faire avec des appareils photo classiques, ça peut se faire avec des appareils photo 360 degrés, ça peut se faire avec des appareils photo 3D stéréoscopiques qui donnent du relief à l'image. On va pouvoir faire aussi des prises de données par imagerie thermique, donc de l'imagerie thermique donc en intérieur, en extérieur ou prise de vue aérienne. On va ensuite pouvoir faire des vidéos, puisque ce sont des éléments qui vont également pouvoir enrichir la donnée. Ces vidéos pouvant être visibles, thermiques ou aériennes de la même façon. Et puis surtout, on va pouvoir prendre des mesures dites dimensionnelles, c'est-à-dire mesurer des longueurs, des surfaces, des volumes, à partir de mesures simples, avec un télémètre laser, comme tout le monde le connaît, mais également à partir de nuages de points tridimensionnels. Et puis, on va aussi pouvoir récupérer des images que j'appelle des images mesurables, c'est-à-dire des images sur lesquelles on va pouvoir ensuite, à partir d'un logiciel, faire des mesures de longueur ou de surface ou de volume. Donc, pour pouvoir faire ces captations de données, on parle de plus en plus d'outils de capture de la réalité. Donc, les outils de capture de la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr, on va partir des outils les plus simples, tels que les télémètres laser, à des outils les plus sophistiqués. Donc, les outils les plus simples, ça va être le télémètre laser P2P. Donc, ça, c'est une terminologie que l'EIK Géosystème, avec qui on travaille, développe depuis quelques années. Je reviendrai sur ce terme. Quand on monte ensuite dans la technologie, on va parler de scanner par laser ou de scanner par lidar. On va parler de caméras thermiques infrarouges. On va parler d'appareils photo 360 degrés et on va également parler de drones. La capture de la réalité, donc c'est la prise de vue, la prise d'image, la prise de distance. Et puis ensuite, derrière, il faut évidemment passer de la capture de réalité vers la maquette. Et donc, il faut passer par différentes étapes qui sont en général des étapes dans lesquelles on va utiliser des logiciels. Donc, les logiciels, ça va être des logiciels de plan, par exemple. Système, WinDiagnostic, WinPlan, pardon. Donc, ce sont des exemples de logiciels de certains de nos partenaires qui peuvent être connectés à ces outils de prise de mesure. Des logiciels de traitement d'images thermiques, des logiciels de visite virtuelle, des logiciels de photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, on aura l'occasion de revoir ça. C'est ce qui permet de transformer une image visuel en modèle 3D mesurable. Et puis, tous les outils qui vont permettre d'une part de créer la maquette, donc à partir des images ou à partir des plans, de recoller les différentes images ou les différentes mesures virtuelles, de les recoller et de créer la maquette numérique, donc par exemple avec l'outil Croquis dont a parlé également François Pelletin tout à l'heure.
Alors, si on part des choses les plus simples, la visite virtuelle aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il suffit d'avoir une petite caméra 360 degrés. La caméra 360 degrés va permettre de faire typiquement une photo 360 par pièce. On va ensuite récupérer ces données dans une application mobile, typiquement sur un smartphone, qu'on va envoyer ensuite sur un cloud, donc un hébergement cloud. Et hop, je dirais, c'est simple, on fait une visite virtuelle. Une visite virtuelle, je vais tenter de vous en montrer une, si jamais j'arrive à passer. Voilà. Donc voilà, une petite visite virtuelle très simple. On va déjà avoir une photo de l'extérieur. Et puis, on va avoir la possibilité de se déplacer, comme ça. On va monter, rentrer dans l'appartement ou la maison. Une fois qu'on est dans la maison, on peut zoomer, dézoomer, se promener. Tout le monde connaît aujourd'hui la visite virtuelle. On voit ça sur la plupart des sites internet de vente d'immobilier. Et donc ça, je dirais que c'est quelque chose de très très simple. Et nous avons de plus en plus de clients diagnostiqueurs qui réalisent cette prestation puisqu'ils sont aujourd'hui une des rares professions qui va visiter tous les biens et donc peut permettre de proposer cette prestation une photo par pièce ou par couloir, quelques petits clics sur son application et la visite virtuelle est disponible pour un temps très très faible et pour un coût aujourd'hui extrêmement faible également. Donc ça c'est la première façon de capturer capturer la donnée. Je vais sortir de cette page. Voilà, je reviens sur ma visite virtuelle. Le niveau suivant, c'est tout ce qui concerne les prises de mesure. Donc, je ne vais pas faire l'affront à notre audience de vous expliquer à quoi sert un télémètre laser. Par contre, je parlerai un petit peu plus de ce que c'est qu'un télémètre laser dit XYZ ou P2P. Et également, je toucherai le sujet du scanner. La technologie P2P, donc P2P, point A, point. Donc, c'est une terminologie de l'EICA qu'ils essayent de vulgariser depuis quelques années maintenant. Cela consiste à utiliser un télémètre laser qui est positionné sur une tête qui va permettre de mesurer les angles verticaux et les angles horizontaux, ce qui fait que chacun des points qui est pris par le télémètre laser sont en réalité référencés en X, Y, Z, donc dans l'espace, et par des calculs pas très compliqués, on est capable avec ce type d'outil de mesurer directement en se positionnant en face d'un bâti, de mesurer des distances ou des surfaces. Donc avec un télémètre laser, on va directement mesurer des distances et des surfaces en visant sur les différents points. Et en connectant ce télémètre laser à une tablette, un smartphone, avec une application, par exemple d'Histoplan ou par exemple un logiciel comme Visol ou WinDiagnostic, on va pouvoir transformer sa prise de mesure directement en tracé de croquis ou en tracé de plan de qualité géomètre. Et ce plan va pouvoir ensuite être exporté, donc mis à plat, hein, sur un fichier graphique à plat, ou exporté en format IFC, donc le format IFC qui va permettre donc de servir de base à la construction de sa maquette numérique, puisque l'IFC est un des formats d'échange de la maquette numérique et qui est donc natif dans certains de ces outils comme Visol par exemple. Les caméras thermiques, j'en ai un petit peu parlé, mais là c'est pareil, j'ai pas suffisamment de temps pour en parler. Juste pour évoquer le fait qu'aujourd'hui une caméra thermique, ça existe dans de très nombreux facteurs de forme et dans des très nombreux niveaux de prix, puisque aujourd'hui là j'ai mis quelques caméras thermiques de différentes marques. Certaines des caméras comme celle qui est en haut à gauche, ce sont des caméras de très haute résolution qui vont être sur des budgets de l'ordre de 7 à 15 000 euros. Mais ensuite, on va pouvoir descendre pour 2-3 000 euros. On a des très bonnes caméras thermiques aujourd'hui qui vont pouvoir faire de l'imagerie thermique pour voir des déperditions d'énergie et qui vont pouvoir illustrer également ce dont on a besoin pour nos dossiers.
Et on a aujourd'hui toute une gamme de petites caméras thermiques format smartphone, voire même des petites caméras thermiques que l'on va pouvoir accrocher à un smartphone et qui coûtent quelques centaines d'euros. Donc aujourd'hui, c'est devenu une technologie absolument accessible. J'ai pas donné de niveau de prix tout à l'heure, mais une caméra 360 degrés, ça vaut entre 300 et 1000 euros. Et un télémètre laser pour faire du XYZ, ça coûte également de l'ordre de 1000 euros. Donc on est sur des technologies qui sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on pourrait croire ou ce que l'on avait il y a quelques années. Alors ensuite, on a le scanner. Donc là, j'illustre mon propos avec un petit scanner de Leica qui s'appelle le BLK360. Donc ça préfigure des outils, on va dire, un petit peu ultimes pour la capture de la réalité, puisque cette petite boîte noire, hein, qui est grosse comme une demi-bouteille d'eau, donc cette petite boîte noire que l'on va pouvoir placer sur un trépied et qui est munie de petits moteurs, qui va tourner toute seule sur lui-même, sur 360 degrés. Cette petite boîte noire va pouvoir prendre des images. Donc là, par exemple, elle est munie de trois caméras de 15 mégapixels chacune, donc qui permettent de faire des images panoramiques en haute définition, avec également un flash pour pouvoir éclairer la pièce. Cette même caméra est munie d'une caméra thermique, donc elle va pouvoir également prendre des images thermiques en même temps. Et bien évidemment, puisque c'est sa raison d'être, munie d'un laser qui va numériser 360 000 points par seconde avec une portée de 60 mètres et va créer des nuages de points XYZ colorisés. On a un petit exemple ici en bas à gauche, un nuage de points colorisé, donc c'est-à-dire la représentation pixelisée de toute la réalité que l'on va pouvoir capter avec ce type d'instrument. Là, on est sur un instrument qui coûte entre 16 et 18 000 euros. Alors après, il y a il y a toute une gamme, hein, qui permet d'aller sur des niveaux de performance bien plus élevés, avec des nombres de points et des portées bien plus importantes qui vont permettre de travailler en intérieur et en extérieur. Ce type de produit est plutôt orienté capture intérieure, mais bien évidemment, il existe des solutions similaires pour l'extérieur. Une fois qu'on a fait ces images numérisées à 3 dimensions, on va pouvoir construire sa maquette avec les outils dont on a parlé tout à l'heure. On aura des illustrations, je pense, de AC Environnement sur la façon dont sont réalisées ce type de maquette avec captation de données par scanner. Donc les scanners laser ou LIDAR, d'autres technologies existent, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et puis une autre solution complémentaire, lorsque l'on veut prendre l'enveloppe du bâtiment par l'extérieur, donc ce sont les drones. Aujourd'hui, il existe toute une panoplie de drones qui vont permettre de faire de l'image très haute résolution, en 4K par exemple, de la vidéo, de l'image thermique, et puis de la photogrammétrie, c'est-à-dire des images 3 dimensions mesurables. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure. Un petit drone comme ça de chez Parrot, donc en version visible, ça coûte moins de 1000 euros. En version visible plus infrarouge, ça coûte moins de 2000 euros. Il y a des drones plus importants avec des caméras thermiques de meilleure qualité qui sont réalisés par exemple par DJI ou FLIR. On est plus sur des budgets de plusieurs milliers d'euros, mais disons qu'on est également sur des technologies relativement abordables maintenant. Et c'est surtout d'une simplicité absolument incroyable. Aujourd'hui, on est capable de voler complètement en automatique sur un bâtiment. On a besoin d'avoir quasiment aucune compétence. Alors, il faut connaître la réglementation et la respecter, mais en termes de pilotage, c'est du tout automatique. On programme un vol au-dessus d'un bâtiment, on appuie sur un bouton, le drone s'élève, fait sa mission, revient, et ensuite il aura récolté quelques centaines de photos. Il va envoyer ces photos sur le cloud et en retour, l'opérateur reçoit ce type d'image. Là, c'est une mesure que j'ai faite moi-même sur un bâtiment ancien. On reçoit ce type d'image. Je vais essayer d'aller dans un autre outil, voilà, qui est celui-ci. Donc, ce type d'image a été réalisé directement par le drone. On va pouvoir zoomer, dézoomer, se promener.
Et on va pouvoir, alors j'ai pas le bon outil pour le faire, mais à partir de là, on va pouvoir placer des curseurs et faire des mesures directement de distance en 3 dimensions, de distance, de surface et de volume directement avec cette image en 3 dimensions. Donc, je ne sais pas ce que ça donne en rendu à distance, mais voilà, là, ça tourne de façon extrêmement fluide et il n'y a aucun pré-traitement, c'est juste la donnée brute telle qu'elle nous est rendue par l'application Pix4D Capture qui traite les données sortant du drone. Voilà, c'est simple comme voilà, j'aurais tendance à dire un enfant de 8 ans peut faire ce genre de choses sans problème. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation, donc peut-être pour susciter quelques questions. Donc bien évidemment les enjeux et puis les méthodes sont encore à mettre au point pour beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui, donc il faut avoir en tête que pour pouvoir réaliser tout ça, il faut maîtriser tout son environnement, donc les outils et les méthodes d'acquisition de données, les méthodes de traitement, de mise en forme et d'extraction, les stratégies de stockage. Donc on voit aujourd'hui donc une offre de stockage et de partage cloud qui pullule. Les méthodologies de distribution, de partage et d'accès, et puis tout ce qui va ensuite permettre de faire du travail collaboratif. Il y a beaucoup de travail qui sont faits sur la standardisation des formats d'échange, et puis il y a également des travaux qui sont en cours sur toute la notion de validation et de certification des personnes qui vont réaliser ces prises de données et la mise en forme et la mise à disposition de tous les partenaires de l'écosystème bâtiment. Voilà, là j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si Xavier, il y a des questions, des remarques. Voilà. Je reviens, j'arrête ta présentation et je te remets. Je t'avais mis en vedette. Voilà, tu le méritais bien. Oui, on a quelques questions, mais je vais en poser une première. Peut-être à la caméra qui est un peu. On te voit à moitié. Pardon, excuse-moi. Moi, j'en avais une première, c'est aujourd'hui, oui, je ramène un peu sur le Covid très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que les industriels ont eu quelques difficultés logistiques. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces produits sont disponibles? Est-ce qu'il y a des stocks? Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, oui, il n'y a pas de souci particulier. On a tenté de fournir tous les outils d'hygiène, de sécurité, de protection à nos clients. Et effectivement, il y a encore un certain nombre de difficultés sur l'approvisionnement de produits pour aller dans des environnements amiantés notamment. Mais pour ce qui est des outils de mesure, c'est plutôt le contraire. On a été dans une période où il y a eu une petite baisse de la demande, donc ce qui fait que les produits sont grandement disponibles. Ouais. Au niveau des caméras thermiques, est-ce que c'est là tu as parlé des caméras thermiques, mais tu l'as pas raccroché au Covid, donc est-ce qu'il y a des usages aujourd'hui qui se sont développés? Oui, enfin, il n'y avait pas de raison, vu le sujet du jour, de parler du Covid, Ouais. mais il y a eu une offre qui s'est développée extrêmement vite pendant le Covid pour des appareils de prise de température, donc que ce soit de la prise de température à base de thermomètre infrarouge, de caméras thermiques et de caméras thermiques avec des logiciels de traitement qui vont permettre, on en a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers temps, qui vont permettre de vérifier les personnes qui ont une température anormale, et donc les outils vont permettre de gérer des flux de personnes qui entrent dans des entreprises ou dans des ERP ou dans des aéroports, dans des gares, et en fonction du flux que l'on veut analyser, on va choisir des solutions plutôt lentes qui vont permettre de traiter, je sais pas, une personne toutes les 10 secondes, ou très rapides qui vont permettre de traiter une foule qui passe devant une caméra, et on va essayer de localiser les personnes qui ont des températures anormales. Et donc ça, il y a eu une incroyable innovation, des casques, toutes sortes d'outils absolument incroyables qui ont été proposés par quelques industriels américains, chinois et européens Ouais. ces dernières semaines.
Ouais. Au niveau, là, j'ai quelques questions alors qui sont un peu en lien, qui est posée sur d'ailleurs différentes boîtes de Oui, dialogue. Il y a des questions de coût. Alors, la question c'est combien coûtent ces outils? bien sûr. Il y a d'autres questions que tu vois aussi, j'essaye de synthétiser, Oui. hein, qui est aussi des logiciels, parce qu'on voit Hum, que au-delà des outils qui peuvent être plus ou moins simples derrière, il faut traiter les données. Donc, est-ce que absolument. les logiciels sont gratuits, pas gratuits, et comment on les prend en main? Oui. Et puis j'en aurai une autre après. Alors là, si on aborde ces côtés coûts et logiciels, oui. Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, ce qu'on dit toujours, c'est que si c'est gratuit, c'est qu'on le paye quelque part, malgré tout. Donc, faut pas rêver, tout n'est pas gratuit. Les logiciels ne sont pas tous gratuits. Si en général il y a du gratuit, c'est qu'on le paye par ailleurs. Mais globalement, ce sont des coûts de plus en plus modestes. La visite virtuelle. Première question, est-ce que la visite virtuelle est gratuite? Alors, pas tout à fait, parce il faut héberger sa visite virtuelle, et il faut la constituer, et il faut la distribuer. Et donc, vous prenez vos photos en 360, vous avez vos photos dans votre caméra ou dans votre smartphone, et ensuite il faut les monter, les assembler sur un cloud, et les solutions du marché aujourd'hui sont des solutions par abonnement, donc il faut compter quelques dizaines d'euros à une centaine d'euros par mois pour assembler, stocker, distribuer ces visites virtuelles. Et donc, une fois qu'elles sont stockées, vous allez pouvoir les donner à tous vos partenaires, ou les vendre à tous vos partenaires. Combien ça coûte cette caméra pour faire les visites virtuelles? Le moins cher, c'est dans les 300 euros à peu près. Oui. Oui, donc on voit par rapport à une activité de diagnostiqueur qui se diversifierait dans cette activité, finalement le coût matériel et logiciel, c'est pas grand-chose par rapport aux investissements qu'il ferait par ailleurs Voilà, pour lancer son business, oui. absolument, oui. Oui. En termes d'interopérabilité, parce qu'on en parlait, finalement là aussi, on peut avoir des personnes qui vont faire du scan, de la visite virtuelle. Est-ce que ces différents outils, on peut récupérer toutes ces données, on peut les mettre dans un même écosystème, Alors, ou c'est plutôt un peu en silo aujourd'hui, chacun? Ouais, non, aujourd'hui, on est encore dans une phase, on est encore dans une phase pionnière, on va dire, sur ouais, beaucoup de ces choses. C'est-à-dire que il faut le temps que tout l'écosystème se mette en place autour de ces outils. C'est pour ça que j'ai cité un certain nombre d'outils de mise en forme. Donc, c'est-à-dire qu'en général, vous avez l'outil de prise de mesure, l'outil qui va permettre d'exploiter ces données. Donc, voilà, c'est le cas sur chacune des dimensions dont j'ai parlé. Et la phase suivante, effectivement, c'est comment ces données peuvent être intégrées dans une offre plus globale. Alors, pour un exemple très simple, le télémètre laser en P2P, donc qui va permettre de faire euh, des, des plans qui vont pouvoir être exportés en format IFC, donc les télémètres laser catégorie P2P. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que l'EICA a sorti ces technologies. On commence tout juste aujourd'hui à avoir des solutions du marché qui vont directement communiquer avec ce type de télémètre, et pouvoir les intégrer dans des plans. Donc, par exemple, j'ai cité Visol pour du plan. Il va y avoir une intervention de Christophe Brouillade au BBC, qui a très très récemment intégré cette technologie dans le logiciel de diagnostic immobilier qui s'appelle WinDiagnostic. Et là, je pense que c'est une avancée assez énorme pour le marché du diagnostiqueur, puisque ça va permettre d'utiliser une technologie qui coûte l'ordre de 1 000 € pour pouvoir directement translater ça sur des plans pour mettre ça dans des dossiers de diagnostic, chose qui jusqu'à peu coûtait au moins 10 fois plus cher. Donc voilà, il y a des avancées qui se font par certains acteurs, il y en a d'autres qui viendront plus tard parce qu'ils ont moins la vision de l'intérêt de ce type de technologie. Dans le monde du 3D, il y a déjà beaucoup plus d'outils. Le scanner, d'un point de vue natif, enfin c'est pas d'un point de vue natif, mais de par sa façon de collecter des quantités de données colossales, un scanner, c'est inutile si derrière il n'y a pas un outil de traitement et un outil de reconstruction de la maquette. Donc il y a déjà toute une chaîne logicielle qui existe, enfin des chaînes logicielles qui existent. Je peux citer Autodesk ou Leica qui ont ouais. des chaînes complètes. Après, aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a un outil de diagnostic immobilier
qui est capable d'intégrer toutes ces technologies-là. Mais voilà, je pense que ça va venir et ça va venir maintenant très très vite, je pense. Oui, les éditeurs sont sur le coup. Absolument. En termes là j'ai une question de Florence qui dit en termes de qualité des plans sur le P2P, sur la précision finalement. On pourrait se poser. Et j'ai une deuxième question en même temps que je pose, c'est de Ahmed qui pose la question, est-ce qu'il y a des assurances particulières pour ces types de diagnostic? Alors peut-être pour les drones, tu sais peut-être s'il y a des assurances. Joker, moi j'ai pas cette compétence-là. Voilà, là, c'est toujours pareil. Tournez-vous vers votre assureur. j'ai pas vraiment réponse à cette question. La précision, très bonne question. Il doit y avoir juste sur les assurances, il doit y avoir autant de contrats que d'assurances. Donc là, il faut voir avec l'assureur, je pense. Oui, absolument. Oui. Pour la précision, alors oui. La précision, c'est une excellente question. En fait, le P2P est nativement beaucoup plus précis que la mesure avec un télémètre laser à main levée. Alors, je m'explique. Quand on fait une mesure d'une pièce à main levée avec un télémètre laser, chacune des erreurs est entichée, chacune des mesures est entichée de plusieurs erreurs. La première, c'est l'erreur liée au télémètre lui-même, et la deuxième erreur, c'est l'erreur liée à l'opérateur, c'est-à-dire que l'opérateur, le fait de bien positionner, de bien stabiliser son télémètre, de bien viser, etc., fait une erreur qui est beaucoup plus importante que la précision du télémètre lui-même. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on dit, c'est que quand on fait une mesure au laser dans une pièce, même si le laser il est précis au millimètre, l'opérateur, lui, il fait des erreurs centimétriques assez facilement. Et comme les erreurs se cumulent et que dans une pièce, on va faire beaucoup de mesures, alors après, il y a certaines mesures de diagonale qui vont améliorer la précision globale du plan, mais en général, on fait des erreurs qui sont plutôt de l'ordre du centimètre. Lorsqu'on est en P2P, il faut imaginer que le télémètre laser, il est posé à un endroit qui est une référence stable et unique et qui ne bouge pas si on bouge pas le trépied. Et ensuite, on a une mesure de distance et une mesure d'angle qui, elle, est du domaine du centième. Et donc, on va avoir une erreur opérateur qui est extrêmement minimisée. Voilà. Et donc, ces erreurs sont beaucoup plus faibles en P2P. Et donc, c'est toujours très très difficile de donner une erreur globale parce que ça dépend du nombre de mesures, de la taille de la pièce, de la précision des murs dans lesquels on vise, etc., etc. Et puis surtout la qualité que l'opérateur met pour préserver la précision du travail effectué. Mais il est certain qu'en P2P, on a une précision nettement améliorée par rapport au fait de tenir un télémètre à la main. Ouais. Finalement, je voyais aussi Ahmed qui faisait une remarque, c'est qu'aujourd'hui ces appareils, il y a un gros marché là qui s'offre à beaucoup d'opérateurs qui est et puis les maîtres d'ouvrage y sont soumis, c'est le décret tertiaire, c'est l'obligation de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires depuis 1000 mètres carrés. Donc ça concerne les écoles, les hôpitaux, tous les commerces, les bureaux. Effectivement, tous ces outils vont être massivement utilisés dans le cadre, j'imagine, de ces décrets pour faire des relevés quand ils n'y sont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une demande en dehors du bâtiment d'habitation Oui, enfin de la demande, on voit des clients. Alors nous, on a une clientèle. Bon, j'ai parlé beaucoup de diagnostiqueurs, mais on a une clientèle aussi qui fait beaucoup d'audits dans les bâtiments tertiaires, soit à partir souvent ça part des mesures de débit d'air dans les ventilations, des mesures d'étanchéité à l'air dans les bâtiments, etc. Et donc, ces audits en tertiaire également vont générer de la demande pour la capture de la réalité. Bon, voilà. Il n'y a pas de différence particulière en ce qui me concerne au niveau de la capture de la réalité. Après, au niveau des logiciels spécifiques pour ce type d'application, là, moi, je n'ai pas cette connaissance. Ouais. Voilà, je crois qu'on va pouvoir arrêter là, Jean-Michel, et te remercier encore une fois pour cette intervention.